Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube ou en direct sur YouTube aussi puisqu'on fait les deux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi soir, nous sommes le 3 décembre et nous faisons l'avant-match d'un deuxième match en semaine, deuxième match de Ligue 1 en semaine, c'est la première fois de la saison que ça arrive. Nous recevons Reims mercredi, nous recevions Reims mercredi. Nous nous déplaçons du côté du Matmut Atlantique à Bordeaux, puisque vous aurez compris, nous affrontons les Girondins. Avec moi, deux personnes, comme d'habitude, pour cet avant-match. Tout d'abord, il y a Tassour. Bonsoir, Tassour. Bonsoir Melt, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très très bien. Comment vas-tu? Un petit peu enrhumé. Ouais, un peu enrhumé, il fait froid, mais bon, j'ai toujours de la voix, on va dire, donc c'est suffisant. Il est toujours debout, toujours vivant, C'est rassurez-vous. ça. Avec nous, il y a également un supporter bordelais, puisqu'avec nous, il y a Joris. Bonsoir, Joris. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va. On fait aller, comme disent les vieux. On fait aller, on supporte Bordeaux, donc les heures sont assez compliquées. On C'est pas la supporte, on joie. subit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On suit le cours. Alors, on va commencer bien sûr ce live, passer à la présentation. Tout d'abord, la présentation de notre invité. Joris, tu es supporter bordelais. Depuis combien de temps et comment t'es venu ton supporterisme pour les Girondins? Je suis supporter depuis que j'ai 8 ans, je pense, donc depuis les années 98-99. C'est venu, voilà, la passion du foot est venue en même temps un peu que, tu vois, l'équipe de France qui gagne la coupe du monde, tu Ouais, penses à ouais. 8 ans, les potes qui vont jouer au foot et cetera et puis tu te passionnes un peu pour une équipe. Moi, Bordeaux, c'est ma ville de naissance. Donc j'ai choisi D'accord, ouais. entre guillemets Bordeaux parce que j'étais pas vraiment sur place. Entre-temps, j'avais déménagé, enfin mes parents avaient déménagé. Donc voilà, ça c'est mis Bordeaux parce que c'était les racines, quoi. Voilà. Tu es membre d'un collectif de supporters, une émission Girondin Inside TV qui est présent C'est ça. sur Twitch, qui est présent sur YouTube, qui est présent sur Facebook, sur Instagram, je crois, je sais plus. Insta Présente on diffuse pas. Instagram, On non? diffuse pas sur Ça diffuse Instagram. pas. Non, Ok. on y est, mais on diffuse pas, ouais. En fait, c'est une Présente-nous très émission rapidement. ouais, c'est une émission qui a été créée, bah, là, on est sur la deuxième saison. Moi, je suis arrivé pour cette saison-là. Et bien, un petit peu comme vous, je suppose, on fait, des débriefs des matchs de Bordeaux. Ouais. Actuellement, on surfe pas mal sur la tendance des spaces, donc on fait des spaces d'avant-match, à la mi-temps, d'après-match, à chaud. Et après, on a une émission qui est diffusée effectivement le lundi à 21h30 sur la plupart des plateformes sur lesquelles on fait un débrief, avec un peu plus de recul, et on a un invité aussi, avec nous, supporter du club, pour faire les débriefs ensemble, avec une nuit qui porte conseil, on va dire, et qui nous calme un petit peu. Et on va parler bien sûr de cette équipe de Bordeaux. Et c'est vrai que parfois la nuit est nécessaire, le repos est nécessaire, puisque Bordeaux va assez mal, je n'invente rien, et c'est quelque chose qui se découvre pas, on va dire. On va pouvoir parler très rapidement juste du dernier match, la dernière rencontre. En date, c'était mercredi, dans ce quasi multiplex de 10 matchs, il y avait des matchs à 19h, des matchs à 21h. Bordeaux s'est malheureusement incliné assez lourdement face à Strasbourg, 5 buts à 2. Comment tu l'as vécu cette défaite qui est dure et qui malheureusement n'est pas la première de la saison? Non, ça c'est clair que c'est loin d'être la première. Les 2 dernières, enfin les 3 derniers matchs même sont durs, hein, si on remonte un petit peu, Strasbourg, avant eux, Brest et avant Metz, où effectivement, voilà, on avait une équipe qui avait tendance à progresser. C'était pas flagrant, mais on s'était dit que ça allait aller mieux. Et c'est vrai que quand tu joues Metz qui est dernier, tu te dis: «Bon, là, c'est bon, on va remonter». Tu joues Brest qui joue un peu le même championnat que nous, hein, parce qu'on va pas se mentir, on joue le maintien. On perd, et tu joues Strasbourg, tu prends une déculottée comme ça. Disons que sur les 3 derniers matchs où on avait mis beaucoup d'espoir, les supporters, on a été, extrêmement déçus, donc voilà. Après on en prend 5. Je vais pas dire que c'est anecdotique parce qu'on a la pire défense de Ligue 1, voilà, tu regardes un match de Bordeaux, tu sais qu'on va en prendre 2, voilà, face à vous, je vous l'annonce les gars. Vous allez mettre 2 buts Ah, au moins, c'est sûr, et vous allez en prendre un aussi normalement.
Mais Oui, après, oui. voilà. Donc, ça sera un match, de toute façon, il y aura au moins 3 buts pour ceux qui aiment les paris sportifs, faites-vous plaisir. Donc, voilà, extrêmement déçu évidemment, ça fait jamais plaisir, mais bon, on est dans cette tendance-là, là où on enchaîne les défaites ou les matchs moisis et voilà, on prend une fessée. On va parler de sujets un peu plus joyeux, on va dire optimistes. En tout cas, on va essayer de tirer le positif de ce début de saison de Bordeaux en faisant le focus sur un joueur un peu en forme. En tout cas, on va dire que c'est l'un des motifs d'espoir de ce club des Girondins de Bordeaux. Euh, c'est Adli qui propose un début de saison qui est, on va dire, assez bon. Il répond assez présent. Quel est ton regard sur lui, sur son début de saison et sur ce joueur en général? Heu, c'est compliqué Adli, à analyser ses matchs. J'aime bien le garçon. C'est vrai qu'à son âge, il a la tête sur les épaules. Tout ce qui est conférence de match et cetera, tu sens que c'est un joueur qui en veut. Donc dans le discours, il est très bien. Malheureusement, sur le terrain, il a plus de mal à suivre. Heu, Franchement, il est au même niveau que le reste de l'équipe. On peut pas dire qu'il sort de la tête de l'eau. Sur certains matchs, il est meilleur, hein, mais on attendait bien mieux que ça déjà. Alors après, ça reste un jeune joueur, hein, mais c'était un peu, une pépite du PSG. Alors mine de rien, il l'avait laissé partir, donc on se doutait bien que voilà. Mais on en attendait plus. De toute façon, on l'a vendu, hein, puisqu'actuellement il est prêté, par le Milan AC. Il a été vendu, cet été, il a été reprêté par le Milan AC. Donc voilà, il avait à cœur pourtant de faire une grosse saison, avant de partir et malheureusement pour l'instant, voilà, il est au diapason du reste de l'équipe. C'est compliqué, c'est pas le meneur qu'on attend au milieu de terrain. Mais bon, au moins il a le mérite, on sent qu'il en veut quoi. Par rapport à d'autres joueurs où on se pose peut-être plus de questions, tu sens que c'est un gars qui en veut, ouais. Pour le match de dimanche, on va commencer tout doucement à arriver sur cette rencontre. Il y aura plusieurs absents côté bordelais. Les absents, alors j'en ai mis 4, mais tu m'as dit en MP juste avant de commencer qu'il y en avait finalement 5, enfin qu'il pourrait y en avoir 5, puisqu'on a Mmh. les blessures des deux défenseurs centraux, Paul Bass et Laurent Koscielny. On a même une troisième blessure, on va dire, avec j'ai oublié son nom déjà, c'est formidable. Il y a Medioub en défense Voilà, centrale. merci. Medioub. Ouais. Et la blessure de Josh Maja en attaque. Et il y a aussi ce cinquième cas, on va dire, avec Samuel Kalou, qui n'est plus sélectionné depuis 2 rencontres. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Samuel Kalou? C'est juste les performances qui ne suivent pas? Mmh. Bah, c'est difficile à savoir. Ce qui est factuel, c'est qu'effectivement, il est plus dans le groupe depuis les 2 derniers matchs. Il se dit, ça reste que des rumeurs, que ça passe pas avec Petkovic. D'accord. Ce qui serait plutôt une bonne explication puisque bon, Kalou en général joue ailier gauche. À ce poste-là, ils sont que 2. Donc c'est vrai que quand tu démarres, le match et que dans ton groupe, il y a pas un second ailier gauche, donc après on peut toujours un peu bricoler, mais je pense que voilà, disons que tactiquement, c'était quand même compliqué de s'en passer. Donc s'il le fait, je pense qu'il y a des raisons peut-être un peu extrasportives, mais c'est que des suppositions. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que oui, l'absence de 3 défenseurs centraux avec Abdelmedioub, avec Paul Baïs et avec Laurent Koscielny, qui est l'un des leaders et capitaine, Mmh. ça doit être assez difficile ces derniers temps en défense. De ce point de vue-là, on en est où? On parlera des compos probables à la fin du live, mais mes chers Gregersen devrait être la charnière titulaire. La Mmh. qualité s'en ressent également. Bah, c'est compliqué, ouais, en défense centrale, le bloc ne joue pas bien de toute façon, mais et en plus effectivement, au niveau intrinsèque, les joueurs qu'on a en défense centrale, c'est vraiment compliqué. On a changé plusieurs fois de système. Heu, on a dû changer aussi de joueur enfin voilà, en raison de blessures, de cartons. Donc effectivement, Koscielny avait démarré la saison, puis il s'est blessé, ça fait un petit bout de temps, hein, ça fait un bon mois. Il s'est blessé depuis la fin d'année dernière. Donc il est vraiment sur une blessure plus longue, lui, il revient doucement, mais voilà, je peux pas te dire dans quel état de forme il est. Ok, Je crois qu'il reprenait la course, mais ouais, il est vraiment sur une grosse blessure. Hem, mais Diouf, qui est un joueur qu'on avait prêté l'année dernière, qui est revenu,
un jeune, on sait pas trop ce qu'il vaut, mais du coup, en l'absence de Koscielny, Bates, il avait fait, un match en titulaire ou 2 je crois, où il était plutôt pas mauvais, mais bon, c'est difficile de vraiment se positionner sur ce joueur, vraiment sur la qualité de ce joueur et en plus, il est blessé maintenant, donc voilà. Dans le tas, tu avais Mecher aussi, qui avait pris un rouge, qui était blessé, qui revient là depuis 2 matchs, mais du coup, on a une charnière centrale qui tourne énormément, soit pour des raisons tactiques, parce qu'au début Petkovic cherchait un peu. Là, Ouais. il s'est plutôt figé dans une défense à 4, soit pour des raisons, voilà, de blessures, de cartons et finalement, on n'a aucune stabilité derrière parce que ça tourne régulièrement et voilà, déjà les joueurs, sont pas très bons et en plus, on manque de stabilité, ouais. C'est sûr que c'est compliqué de trouver de la stabilité quand la charnière change autant. On va passer aux absents côté lyonnais cette fois-ci. Et Tassour, pas de nouveaux absents depuis le match face à Reims. Pas de nouveaux absents, hein, c'est vraiment ceux qu'on a l'habitude, en tout cas du Léo Dubois depuis la trêve internationale où il s'était blessé à la toute fin, n'est toujours pas remis sur pied. Et je pense Ouais. pas qu'il sera sur pied avant Noël. Je pense que les trois seront pas là avant le début du mois de Ouais, je janvier. crois, hein. Donc au Donc, moins, de ce point de vue-là, on est réglé. c'est ça. Jetfred Adelaide qui est toujours en- sur, bah, qui a repris l'entraînement, mais qui est pas encore au niveau, Ouais. même musculairement, ça prend plus de temps, mais il sera de retour début 2022, on l'espère, en forme. Et puis Sinali Diomandé qui s'était blessé en fin de match il y a une semaine à peu près. Non, en début de match contre l'OM, en 4 minutes. Ah oui, en 4 minutes. Ouais, bah, Eh oui. super. La cheville a réussi à tourner avant la bouteille d'eau dans la tête de Dimitri Payet. C'est symbolique un peu du manque de chance lyonnais, que ce soit au niveau des blessures ou au niveau du jeu en lui-même. C'est vrai, c'est pas de chance. Après, faut quand même relativiser hein, sur ces absents. Léo Dubois, on va dire que d'un point de vue purement de performance, on a un Malo Gusto qui, qui fait de très très bons matchs ces derniers temps. Et puis Diomandé est plus en rôle de premier remplaçant, voire titulaire concurrentiel. Mais on a quand même une charnière de Nayer Boateng qui a un sacré niveau. Donc C'est vrai. ça devrait être OK pour l'OL. Il est 21h21, on va passer à la grosse deuxième partie de ce live, parler de l'histoire un petit peu du club que nous affrontons, cette équipe des Girondins de Bordeaux, qui est créée, on va dire, c'est assez spécial, puisque la société de gymnastique et de tir des Girondins est une société qui existe depuis 1881. C'est d'ailleurs le 1881 qu'on retrouve sur le blason de Bordeaux. Et le club, on va dire, la section sportive, se fonde, on va dire officiellement en 1910. Il y aura un moment dans ces années-là où il va y avoir un club qui n'est pas forcément très professionnel. Le club va être refondé en 1919. Et au final, on va arriver très rapidement en 1900. On va faire un petit bond dans le temps qui va être nécessaire jusqu'à 1937, où le club accède officiellement au statut professionnel pour une raison assez simple, c'est qu'à ce moment-là, la Fédération française de football mettait en place une règle qui disait, eh bien, pour une ville, un club. Donc, c'est-à-dire que Bordeaux, la ville, n'avait pas le droit d'avoir plusieurs clubs. Et c'est pour ça que, au final, Bordeaux n'a pu atteindre le statut professionnel qu'en 1937, puisque il y avait un autre club bordelais qui occupait la ville de Bordeaux, qui était un club, je crois, avec beaucoup de consonances espagnoles, et qui du coup c'est pas a pu, c'est a disparu. Et donc les Girondins de Bordeaux sont devenus en 1937 le club phare de la ville de Bordeaux. Un club phare qui va très vite réussir à gagner des trophées majeurs avec une Coupe de France en 1941. Et c'est vrai que c'est une équipe de Bordeaux qui à ce moment-là n'en est qu'à ses prémices. On va passer à la suite avec une équipe de Bordeaux qui va, après-guerre, retrouver un petit peu du poil de la bête avec comme premier gros titre, enfin comme deuxième pardon, gros titre majeur, une victoire en Ligue 1 en 1950 lors du championnat 1940.
1950, mais assez longtemps, on y viendra. C'est un club qui va flirter avec les premières places et avec les finales pendant assez longtemps et qui va finalement, dans les années 60 et le début des années 70, être assez dans le mal pour voir vraiment une révolution, si je puis dire, et je pense que le terme n'est peut-être pas approprié. Il faudra attendre 1974, qui va être l'avènement de Bordeaux avec l'arrivée d'un nouveau président historique du football français, au même titre que des Loulou Nicolin ou Jean-Michel Aulas, c'est Claude Bèze, qui va arriver et qui va reprendre le club en 1974. L'objectif de Claude Bèze, il est de, comme Jean-Michel Aulas l'avait fait, on peut faire pas mal de parallèles entre les deux, de ramener Bordeaux en Europe en 3 ans seulement. Il y arrivera. Et ce qui va vraiment marquer l'avènement de Bordeaux dans les années 80, c'est le recrutement d'un certain entraîneur qui s'appelle Aimé Jacquet. Je ne sais pas si vous connaissez. On parlait tout à l'heure en début de live de Coupe du Monde. Et bien dans les années 80, Aimé Jacquet arrive à remettre Bordeaux au centre de la carte, si je puis dire, avec un palmarès qui va s'étoffer de manière assez fulgurante. On va parler bien évidemment de ce palmarès de Bordeaux qui est l'un des plus étoffés de Ligue 1 sans aucun contexte. Mais j'ai mis sans aucune contestation, plus que sans aucun contexte, c'est mieux. Et on va parler, j'ai mis en image les champions de France 1984-85, puisque l'année 85 pour Bordeaux va être assez exceptionnelle. En 85, il y a le titre de Ligue 1, la victoire donc en 84-85. Il y aura en plus de ça la victoire juste l'année suivante, 85-86, en Coupe de France. Mais en 85, il y a également une demi-finale de Ligue des Champions pour Bordeaux qui échoue malheureusement face à la Juventus Turin. C'est vrai que Bordeaux a été un club qui a eu également de très très belles aventures en Europe. On va le voir avec une suite de l'histoire bordelaise qui va vraiment s'inscrire en Europe, malgré le fait qu'il n'y a toujours pas de titre européen. On peut quand même citer, comme palmarès européen, une demi-finale de Ligue des Champions, je viens d'en parler, 2 quarts de finale, dont le quart de finale de 2010 face à l'Olympique Lyonnais, une finale en 95-96 de Coupe UEFA, ancêtre de la Ligue Europa. La compétition avait été gagnée par le Bayern Munich. Il y a eu également une demi-finale de C2, la Coupe des vainqueurs de coupe, en 1987. Tout ça pour donner un club qui va au final avoir une très très belle embellie sous Claude Bèze, qui va finalement arriver vers une reprise petit à petit du club par des capitaux privés, avant d'arriver vers des nouveaux investisseurs non, je dis des bêtises. Claude Bèze s'en va et c'est directement Alain Flelou que vous voyez sur la photo de gauche qui reprend le club, des capitaux privés pendant quelques années, puis l'arrivée en 1999 du groupe M6. Finalement, Joris, pour te redonner un petit peu la parole, tu arrives au même moment que le groupe M6 rachète Bordeaux. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Oui, c'est l'ère que j'ai connue. C'est vrai que toute l'ère Claude Bèze et les années 80 dont te parlent Ça les remonte. anciens. Voilà, ça remonte. Voilà, moi c'est pas ce que j'ai pas connu, mais on a connu après d'autres succès, mais c'est vrai que les années 80, ça reste particulier pour tous les anciens du club avec qui on peut parler, ouais. On va encore faire un petit bond dans le temps. On va passer à autre chose, parler d'une année, on va dire, qui est assez belle dans l'histoire récente du club, toujours sous l'ère M6, l'arrivée d'un tout jeune coach qui s'appelle Laurent Blanc et qui en 2009 va faire un fantastique triplé avec la victoire en Ligue 1, la victoire en Coupe de la Ligue et ensuite, à la toute fin de l'été, la victoire en Trophée des Champions. Ça, c'est un moment que tu as pu vivre, Joris. Ouais, bah, super moment du coup parce qu'effectivement, le titre juste avant c'était en 99, donc 10 ans plus tôt que j'avais suivi un peu de loin, hein, j'étais encore un peu petit, donc je suivais le foot, mais bon, c'était pas encore la même passion et je le vivais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Donc ouais, le titre de 2009, bon, grosse équipe qui faisait plaisir à voir jouer vraiment. Donc oui, c'était quelque chose et ça a marqué les esprits d'une génération au final, puisqu'effectivement il a fallu attendre 10 ans sur les 2 derniers titres. Donc voilà, c'est des choses qui figent un peu, on en discutait, pour les nouvelles générations maintenant qui arrivent et qui entendent parler de Bordeaux.
Le dernier titre de champion de France, effectivement, c'est 2009, donc ça commence à remonter. Donc voilà, ça fait des générations un peu qui sont passionnées de Bordeaux parce que le papa ou quoi était supporter, mais qui ont très peu connu, un Bordeaux qui gagne, quoi. Ouais, oui, le dernier titre, on va dire, à part Ligue 1, il y a aussi une Coupe C'est de une la Coupe de Ligue France, avec ouais. Coupe de France ou Coupe de France, je crois. Oui, peut-être c'est moi qui fais Ah bah, l'erreur. on a eu les 2, mais non, non, mais il y a eu les 2. Il y a eu Ah, il y a eu après les deux. 2009, ouais, ouais, après 2009, C'est ma faute. tu la Coupe de la Ligue en 2009 et c'est la Coupe de France en 2013. C'est notre dernier titre. D'accord, oui. Avec Francis Gillot. Mmh. C'est Francis, oui, j'ai fait dire Fabien Gillot, mais non, Non, c'est Francis, ouais. c'est Francis. On va passer à la suite, on va faire encore un petit bond dans le temps. On était en 2009, on va passer en 2017, enfin 2018 même, juillet 2018. L'arrivée de nouveaux investisseurs, puisque le groupe M6 veut quitter le navire. Cette arrivée de ce duo, King Street et GACP, General American Capital Partners, ça a été un rachat qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a eu beaucoup de décrits. Le rachat a été très décrié, surtout ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les faits? Qu'est-ce qui s'est exactement passé au départ d'M6? Eh beh, M6, cherche à vendre tout simplement parce que ça fait déjà 1 ou 2 saisons qu'ils injectent quasiment plus d'argent, sur Bordeaux. Que voilà, les transferts et les arrivées qu'on a font suite à des départs, donc on «s'autosuffit» entre guillemets sur le mercato, mais il y a plus d'argent investi, sur le mercato en tout cas. Après, on couvre nos dépenses, quoi. Donc M6, cherche à vendre parce que, bah, financièrement, c'est compliqué à Bordeaux et donc on a un fonds américain qui se positionne, GACP, avec King Street, avec d'autres fonds d'investissement, qui vont prêter de l'argent comme Fortress et après j'ai pas tous les détails de ce qui s'est passé vraiment au niveau du rachat, mais c'est vrai que ça a été compliqué, c'était pas clair si tu veux au début, Ouais, c'était déjà pas clair, quelque temps après, il y a un des 2 fonds, d'investissement qui lâche l'affaire donc au lieu d'avoir 2 propriétaires entre guillemets, on en a plus qu'un, donc GACP puisque King Street, lâche l'affaire. Et voilà et on se retrouve, avec, un club, et avec un propriétaire qu'on ne connaît pas. On sait pas qui ouais. c'est pas faute, d'avoir demandé à le voir, mais voilà, en fait, on n'a pas d'image du club, et on a un président, Frédéric Longuepée qui, heu, qui essaie de tenir Bordeaux, mais qui va se couper des supporters, les résultats n'aidant pas en plus. Donc il va complètement s'isoler et notamment, avec son dernier fait d'armes qui était le changement du logo à Bordeaux, voilà, qui a fini de couper, Bordeaux et ses supporters, définitivement, quoi. Oui, c'est vrai que cette histoire du nouveau logo, il y avait vraiment cette sensation d'être certain dépossédé de son club, le propriétaire qui coupe Complètement, totalement les ponts, qui coupe les ponts, qui complètement. change toute l'identité. En plus, il y avait à ce moment-là, je sais pas quand est-ce que le nouveau stade est livré, mais il y avait aussi ce changement de stade, 15 secondes de ce Matmut Atlantique. C'est vrai Oui, qu'il oui, y a oui. tout ça Bah, qui joue, après oui, quoi. oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Après effectivement, quand tu rentres dans un nouveau stade, il faut prendre le temps de te l'approprier aussi. Chaban, ça fait un moment qu'ils y étaient, enfin les Chaban-Lescure. Où ils avaient connu des victoires et cetera, donc tu tombes dans un stade, qui est très joli, qui est un peu plus grand. On gagne à peu près, on était à Chaban, on était autour de 33 000, là on est plus autour de 40 000, donc un bel outil de travail qui a été fait pour l'Euro, hein, l'Euro en France. Mais heu, mais voilà, il faut le temps de s'acclimater, il faut qu'il y ait des choses qui se créent dans ce stade, donc effectivement, un peu compliqué. C'est un stade qui est assez, il est très beau, mais il est assez froid. Si tu veux, les tribunes sont pas aux Ouais. couleurs de Bordeaux. Voilà, c'est un stade aussi où tu sais qu'il va y avoir des concerts, des choses comme ça, mais on n'en est pas propriétaire. Donc voilà, c'est difficile de se l'approprier. Heu, mais bon, effectivement, il y a eu tout un contexte qui a fait que et voilà, comme tu dis, le logo, heu, alors qu'en plus
on te dit qu'il y a des soucis financiers, donc c'était pas, il y avait pas d'intérêt particulier à changer le logo. Je sais plus combien ça nous a coûté, enfin bon, c'était parce que bon, forcément niveau Ouais, marketing ça a un coût. Au-delà du logo, il y a c'est presque plus le nom du logo qui a fait réagir puisque on avait, Bordeaux qui était passé en plus gros en dessous de enfin au-dessus de Girondins. Donc si tu lisais vraiment le logo, de haut en bas, on était Bordeaux-Girondins. Donc voilà, et ça a été assumé par la ouais, c'est sûr direction de que dire: «Oui, mais on veut mettre en avant Bordeaux», il y avait toute une stratégie marketing derrière pour dire, voilà, on va s'implanter un peu, enfin on va faire du marketing dans les pays asiatiques notamment, on va se faire connaître, voilà, il y a eu du flocage de maillots en mandarin ou des choses comme ça, alors que les résultats ne suivaient absolument pas et c'était complètement enfin à mon sens à contre-courant des besoins qu'avait, le club à cette époque-là, quoi. ouais, c'est vrai que tout ça, c'était dur, on va dire, et c'est vrai que cette période avec Frédéric Longuepé et tout ce rachat d'investisseurs américains va finalement s'arrêter cet été, Mmh. puisqu'en en toute fin d'été, il y a l'arrivée d'une nouvelle direction, Gérard Lopez qui reprend le club, Admar Lopez qui récupère la direction technique, avec également l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Ça fait beaucoup de changements en un été, et c'est vrai que la transition, pour le moment, elle est très très dure. Ouais, c'était un peu attendu, mais c'est vrai entre cet été où tu l'attends, tu te dis: «La transition va être dure» et là où on en est actuellement et on le vit si tu veux, c'est plus compliqué d'avoir du recul en se disant: «Oui effectivement, nouvelle direction, nouveau staff, nouvel entraîneur, nouveau projet». Voilà, faut savoir que Petkovic qui est arrivé, il a pas fait un match de préparation de la saison. C'était Jean-Louis Gasset qui avait assuré tous les matchs amicaux. Donc qui avait assuré toute la préparation et Petkovic est arrivé vraiment, pour le premier match de Ligue 1 quoi. Il était sur le banc, pour Bordeaux-Clermont, mais il n'avait pas fait la préparation avec les joueurs avant. Donc il arrive dans un club où il connaît pas les joueurs. Donc voilà, c'est compliqué, on le paye aujourd'hui, peut-être il y a d'autres choses qu'on paye aussi, sûrement le recrutement. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'effectif. Je te dirais pas en pourcentage, mais il y a au moins la moitié de l'effectif qui a bougé entre les ventes et les arrivées. Malheureusement, c'est pareil, hein, la direction est arrivée, tardivement, au mois d'août. Donc, on a récupéré un peu alors, Admar Lopez, le directeur, technique, est vanté pour être un très bon scout puisqu'il a une société de scouting. Donc, il a une très bonne réputation en tant que scout, mais, malheureusement, voilà, les transferts se sont faits, fin août. Donc je pense qu'on a récupéré un peu, ce qui restait sur le marché au prix où on pouvait l'avoir. On avait un tout petit budget, puisqu'on a fait au final, on a Il y acheté a 4 eu ouais, on a acheté 4 joueurs, mais on a beaucoup de prêts avec option beaucoup de d'achat. prêts, ouais, aussi. Voilà, on a été obligé, enfin, il a été obligé de composer aussi avec, les finances qu'on avait, à ce moment-là. Donc, voilà, on a un gros renouvellement d'effectifs et pour l'instant, collectivement, ça fonctionne pas. Ouais, les arrivées en prêt de Ricardo Mangas, de Timothée Pembele, Adli qui du coup est un prêt, Dilrosun, Mmh. Albert Ellis ou encore Gideon Mansa. Ça fait beaucoup de joueurs en prêt, et c'est vrai que pour revenir un peu sur Vladimir Petkovic, je dois avouer que quand on me dit Bordeaux va prendre un entraîneur et qu'on me dit c'est Vladimir Petkovic, personnellement j'y croyais pas, quoi. Je me disais mais j'ai du mal à imaginer dans quel monde Petkovic quitte déjà la sélection suisse pour signer Mmh. à Bordeaux. C'est assez surprenant comme transfert au final. Oui, 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 il y a eu pas mal de noms qui sont sortis. Finalement, Petkovic qui vient. Heu, bon, je vais pas dire inconnu au bataillon parce qu'on sort juste de l'Euro et il vient d'éliminer la France. Donc il bénéficie de Oui. cette petite cote-là et je sais pas si ça l'a aidé ou pas. J'espère qu'il y a pas qu'il a pas été recruté que pour ça. Après, on a appris récemment qu'a priori, il y avait quand même, des soucis il avait quand même des soucis avec la Nati, la sélection Ouais. suisse. Donc, il était quand même partant, à la fin de l'Euro. Il cherchait à quitter la sélection suisse. Donc voilà, après il est venu à Bordeaux, en connaissance de cause, hein, nouvelle direction, nouveau projet et cetera. J'espère qu'il savait qu'il aurait pas forcément beaucoup la main sur le recrutement,
d'été, puisqu'il y avait déjà des transferts qui avaient été réalisés alors qu'il était pas là cet été. Pas la majorité, mais il y en avait quelques-uns. Donc voilà, j'espère que la direction et le staff se sont bien entendus, pour dire ce qu'il en était, quel était le projet, hein. Nous on part sur du ça part sur du training, hein. Concrètement, ça a été annoncé très clairement, il y a rien de caché. Le but c'est de renflouer un peu les caisses grâce au trading on a toujours Ouais, des crédits à rembourser à Bordeaux puisque, le fonds d'investissement américain, il est toujours, l'ombre plane sur Bordeaux puisque, au final, ils ont vendu à Gérard Lopez, mais on leur doit des sous si tu veux, donc les créditeurs est devenu d'accord, ouais. créancier, donc au niveau financier, c'est loin d'être tout rose encore. On va parler juste d'un joueur parce qu'il risque très fortement d'être capitaine dimanche. C'est au milieu de tout ça, c'est Costil qui est gardien titulaire, qui joue quelques matchs capitaine, qui est un petit peu, on va dire, un taulier de cet effectif. Quel est ton regard sur lui? Alors moi, mon regard, personnel, effectivement, pour moi, c'est un taulier de l'équipe. Heu, c'est un taulier sur le terrain, malgré quelques matchs, où il passe peut-être un peu plus à côté. Il y a une polémique là actuellement sur Costil. Il est D'accord. un peu pris en défaut par certains supporters, donc c'est un peu mitigé. Moi, je fais plutôt Pourquoi partie donc? du bah, par rapport à ses performances sur le terrain. À cette performance? D'accord, ok. Ouais, ouais, c'est vraiment au niveau sportif. Voilà, après, on est de simples supporters, on n'est pas ni entraîneur des gardiens ni quoi que ce soit, donc chacun a son avis là-dessus. Moi, je le trouve plutôt performant. Bon, après, j'ai pas vu ses derniers matchs, il a pas mal été décrié là sur le match face à Strasbourg. Mais D'accord. voilà, je pense s'il est allé en équipe de France, c'est aussi parce qu'il était performant et même s'il a bénéficié voilà, de l'absence de Mandanda et de la blessure de Maignan. Mais je pense que ça reste une valeur sûre vraiment dans cette équipe. Après, ce que je peux regretter a priori, c'est peut-être son manque d'implication, au niveau humain, alors dans le vestiaire, j'y suis Ouais. pas, mais si tu veux sur le terrain, tu as pas l'impression vraiment qu'il va secouer les mecs, quand tu es en train D'accord, de ouais. prendre le bouillon, quoi. Alors que c'est le capitaine, alors que c'est un joueur d'expérience, qu'il en a les capacités. Après, voilà, je suis pas dans l'intimité du vestiaire, donc il le fait peut-être en Évidemment. dehors. Sur le terrain, ça se voit peu. Et j'espère, voilà, qu'il a pas été dégoûté de la saison dernière parce que tu sentais qu'à un moment, la saison dernière, vraiment dans le mental des joueurs, ça avait lâché et que des gars comme Costil, comme Koscielny avaient essayé de de remonter un peu tout le monde, sans y parvenir vraiment parce que ça n'avait rien changé et voilà. Ils se sont peut-être un peu, épuisés l'année dernière à gueuler sur un groupe qui n'avait pas envie d'avancer. Alors là, le groupe est nouveau, mais voilà, peut-être que Costil s'est dit: «Bon voilà, moi je fais mon truc de mon côté, je vais être performant, je me concentre sur moi», il y a la récompense à la clé puisqu'il y a l'équipe de France. Mais, il en a peut-être marre aussi d'aller secouer des mecs qui ont pas envie de jouer, quoi. Ouais, on va parler du reste de l'équipe, on va parler un petit peu de ce match, on va commencer à présenter les enjeux, faire un point sur le classement. Mmh. Bordeaux, donc on va commencer par l'équipe à domicile, est actuellement 18e de Ligue 1, avec le faible total de 13 points. De son côté, l'Olympique Lyonnais est 10e. Au final, dans les formes actuelles, c'est vrai que sur les 3 derniers matchs, il y a 2 défaites de chaque côté. L'objectif pour Bordeaux, on va commencer par Bordeaux, bah, c'est d'espérer une 3e victoire cette saison, après une victoire face à Saint-Etienne et une victoire face à Reims, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça serait notre troisième victoire. Après franchement, ça serait inespéré, hein. Très honnêtement, quand on regardait un peu le calendrier à l'avance, on espérait davantage prendre des points face à Metz et Brest. Voilà, Lyon, ça aurait été la bonne surprise. Enfin, ça serait la bonne surprise si on arrive à gagner ou entre nous, même un match nul, ça serait déjà pas mal vu la mouvance dans laquelle on est actuellement. Après, ça dépend du contenu évidemment, mais voilà, là ce soir, tu me dis, dimanche, vous prenez un point, je prends. Franchement, je prends. Face à Lyon, je prends. Sourd, pour te donner un petit peu la parole, l'Olympique Lyonnais a toujours son match de retard face à l'OM.
Et c'est vrai que le PSG affronte Lens. Il y a encore la possibilité, et on dit ça, on avait dit ça également mercredi, on avait également dit ça dimanche dernier, d'espérer repasser devant une ou deux équipes et de se rapprocher des places européennes. Oui, c'est sûr qu'on a laissé passer beaucoup trop de points en ce début de saison, surtout dernièrement avec la débâcle face à Rennes il y a quelques semaines maintenant. Et puis tout dernièrement, la défaite contre le Stade de Reims. On va dire que c'est une passe difficile en ce moment pour l'OL, qui doit se reprendre. Et on a eu des communications de la part du coach Peter Bosz ou même des joueurs sur le fait que en interne, il y a eu des discussions, il y a vraiment un effort qui est fait pour comprendre, essayer de comprendre ce qui ne va pas au sein de l'équipe, en tout cas sportivement. Et, euh, et ce match contre Bordeaux, un petit peu ce match des équipes en difficulté, enfin des équipes malades, on va dire, ça peut permettre d'aborder une rencontre un petit peu plus abordable. Abordable. Enfin bref, on a, on On espère va passer que ça peut, aux compositions. Oui, ouais, on espère que ça va, en tout cas, ça peut être le match pour se relancer. c'est ça, c'est ça. Il reste 5 matchs, je crois, avec les matchs européens jusqu'à la trêve euh, de cet hiver, donc 5 matchs, Ouais, 5 5 ou victoires. 6 matchs si jamais le match de Marseille Oui, en est effet, remis. c'est ça. On va passer aux compositions d'équipe. C'est des compositions probables, évidemment. Côté bordelais, on risquerait d'avoir ce 11-là en 4-3-3, avec Bostil dans les buts, une défense à 4 avec le prêté Tim Bélé et Germain côté droit. Charnière centrale avec, on en a parlé, Mecher et Gregersen. Le milieu à 3 avec Jean Onana, Otavio et Yacine Adli. Un trio offensif avec le prêté Albert Ellis. Il est prêté, Ellis? Oui, je crois qu'il est prêté. Oui, Dilrosun, qui en oui, tout cas lui c'est sûr est prêté. Et Wang devant pour un 4-3-3 côté bordelais. Côté lyonnais, Tassour, un 4-2-3-1. On a pris au final la même compo probable que l'on avait annoncé contre Reims. Finalement, on avait eu faux d'un petit joueur avec Dembélé qui avait été mis sur le banc pour Slimani. Est-ce qu'on aura un nouveau Dembélé aujourd'hui, enfin dimanche, à voir. À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la composition qu'il avait alignée la fois d'avant, qui était la même composition que le match encore d'avant, tactiquement, ça ne fonctionne pas. À voir si l'animation va Oui. être différente dans un même dispositif ou si vraiment c'était un problème mental et non pas de tactique. Dans tous les cas, mis à part Moussa Dembélé qui pourrait potentiellement revenir en tant que titulaire, ça devrait être cette équipe-là demain. C'est vrai que ça va être une opposition qui va être intéressante parce que c'est deux équipes qui sont mal placées, qui ont un besoin criant de points, qui dans l'attitude sur terrain laissent clairement à désirer. Et pour revenir un petit peu sur cette formation de Bordeaux, c'est vrai qu'il y a également des soucis offensifs. L'attaque est assez, je dirais pas faible, mais peine à véritablement marcher ensemble. Par exemple, que tu penses d'un Albert Ellis qui, pour être tout à fait transparent, vient de Boavista, qui est un club de la Galaxie Lopez, si j'ai pas de bêtises, ouais, c'est qui est un ça. joueur qui vient prêter, qui est hondurien. C'est un peu comme Petkovic, c'est un profil exotique, on dira. Ouais, bah, de toute façon, enfin, la plupart, si c'est pour pas dire la totalité des recrues qui sont arrivées cet été, on les connaissait pas d'avant, hein. À part Onana qui avait joué un petit peu à Lille et encore, il était prêté la saison dernière en Belgique. Donc, tous les profils qu'on a là de nouveaux joueurs qui sont arrivés, c'est des joueurs qu'on connaît pas. Il y en a beaucoup qui sont arrivés de Boavista, donc qui est le club, dont Gérard Lopez, alors je sais pas s'il est propriétaire ou il a des parts dedans, mais il me semble qu'il est encore propriétaire du club. Donc, Mangas vient de Boavista, Elise vient de Boavista. Après, on a recruté d'autres joueurs qui venaient du championnat portugais, mais c'est vrai c'est pas des joueurs qu'on connaissait. Après, pour autant,
moi je trouve que l'attaque fonctionne bien. On a la 6e attaque de Ligue 1, il me semble. Donc on a une attaque D'accord. qui fonctionne plutôt bien. Voilà, je pense qu'on marquera un but, je crois qu'il y a allez, il y a que trois matchs où on n'a pas marqué cette saison. Sinon on marque à chaque match, hein. Heu, je te dis pas que c'est transcendant parce que, heu, on marque souvent contre le cours du jeu, en fait, hein. Voilà, D'accord. les derniers matchs là qu'on a fait, face à Metz, face à Brest et face à Strasbourg, on mène au score, il me semble, hein, si enfin, c'est pas il me semble, c'est sûr. Les trois derniers matchs qu'on fait, on mène au score pour au final, 1 nul et 2 défaites. Donc on est capable, on marque facilement, on est même capable de marquer, contre le cours du jeu en étant dominé. On se provoque, on se procure pas beaucoup d'occasions, mais en général, elles vont au fond. Donc non, s'il y a un point positif à Bordeaux, ça serait plutôt l'attaque. Voilà, ça fait plaisir à D'accord. avoir joué de ce côté-là. Je te dis pas que ça combine bien et que c'est du beau jeu, attention, tu me parlais d'Elis. Effectivement, profil exotique, bon finisseur, on va dire. Il a joué en pointe en l'absence de Wang, là, qui était blessé. Il a plutôt donné satisfaction alors que c'est pas son poste, c'est vraiment un ailier droit. Donc il y a moyen que ça soit intéressant avec Elis à droite, Wang en pointe. Dilrosun, j'ai un peu plus de D'accord, réserve ouais. dessus pour l'instant, c'est plus compliqué, mais voilà, on peut pas critiquer l'attaque à Bordeaux, ça c'est plutôt pas mal. OK. OK, OK. On va parler un petit peu de l'OL, reparler de Lyon, Tassour. On peut se poser la question, tu as commencé à en parler tout doucement, qu'est-ce qu'on peut changer dans cette équipe pour amener quelque chose de nouveau? Ça va être le grand défi de Peter Bosz. Est-ce que l'animation, un changement d'animation suffira? Est-ce qu'il faut de nouveaux hommes? Ou est-ce qu'il faut un nouveau système, passer dans un milieu à 3, renforcer un petit peu derrière? Ça va être des gros questionnements tactiques. Et c'est vrai que Boss l'a dit en conférence de presse, il y a eu un entraînement hier, jeudi, aujourd'hui, vendredi et demain, samedi, alors qu'en général, on essaie au moins un jour par semaine de laisser un peu de repos. Là, au final, les 3 jours d'entraînement ont été utilisés. Est-ce que Peter Boss peut changer de dispositif selon toi? Est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Pour moi, le problème n'est pas forcément tactique, c'est vraiment un problème mental. Ça a été dit en conférence de presse que au niveau des indicateurs de performance physique, c'était assez cohérent par rapport à des matchs normaux. Donc c'est pas du tout un problème physique, c'est principalement mental. Et, euh, et c'est pas la première fois qu'on voit ce problème à Lyon. On a vu souvent ça avec Rudy Garcia, avec Genesio, donc ça remonte d'il y a pas mal de saisons maintenant. Et là, ça arrive sous l'ère Boss. Et ce qui est bizarre, on va dire, c'est que on a vu que la tactique de Boss pouvait fonctionner en début de saison. On a fait des matchs, notamment des matchs européens très aboutis, et très aboutis offensivement dans le style tactique de Peter Boss. Là, depuis à peu près un mois, ce style a un peu disparu. C'est, pour moi, c'est plein de petites choses qu'il faut régler, qu'il faut trouver. Et si on doit changer d'animation tactique pour aider l'équipe, faudra en passer par là. Mais c'est principalement mental, en tout cas. Est-ce que, Joris, il y a un joueur dans ce 11 sur lequel tu as envie de parler en bien ou en mal cette saison? Côté bordelais, bien sûr. Ouais, 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 si Wang quand même, notre attaquant de pointe sur qui on peut compter, qui a vraiment, tu vois, cette mentalité asiatique où il va au charbon, quoi. C'est pas un monstre C'est, techniquement, tu... mais ça court tout le temps, quoi. Ça va presser. Des fois, il fait de la peine, hein, tu vois, sur des pressings, il va monter tout seul, mais tant pis, il va presser, pour rien, mais c'est un joueur qui est exemplaire, qui est récompensé aussi de ses efforts puisqu'il marque pas mal de buts. Il avait été un petit peu décrié, enfin chahuté la saison dernière, bon, c'était notre meilleur buteur, mais on lui reprochait de manquer des occasions.
Mais ça reste un excellent joueur, à l'échelle de Bordeaux, avec les objectifs qu'on a qui sont enfin, à mon sens, le maintien et les objectifs annoncés en début de saison, c'était plutôt un top 10, mais ça me paraît ambitieux, à l'heure actuelle en tout cas. Donc non, s'il y a un joueur sur lequel vraiment tu peux compter et qui fait pas défaut en ce début de saison, même s'il s'est blessé un peu là, c'est vraiment, Wang, qui fait plaisir, quoi. On va arriver tout doucement vers la fin de ce live. Est-ce que Wang, selon toi, peut être le buteur côté bordelais? Oui, s'il est titularisé. Alors, voilà, le contexte fait que c'est un petit peu compliqué au niveau de de l'équipe probable puisque, bah, on avait 3 matchs en une semaine et en plus, à Oui, Bordeaux, la régularité au niveau des compos, c'est pas vraiment notre truc. Donc, voilà, je t'ai annoncé une compo, qui devrait ressembler à peu près à ce qu'on avait, mais on n'est pas à l'abri de surprises puisque, voilà, au vu du classement et oui. des tolls qu'on prend, il est possible qu'il y ait un changement tactique et qu'on passe à 5 alors qu'on était à 4 depuis quelques matchs. Wang, revient de Vous blessure aviez... et il a été titularisé, face à Strasbourg, il a marqué. Il avait fait une petite apparition face à Brest aussi, donc il revient doucement. Je sais pas si, Petkovic le mettra une deuxième fois d'affilée alors qu'il revient de blessure. Sinon, ça sera peut-être Niang qu'on a recruté, Mbaye Niang, Ouais. sur lequel il y a un gros point d'interrogation puisque, il est arrivé au bout de 2-3 semaines, il a joué, on nous a dit qu'il était prêt. Il a fait quelques apparitions, puis, finalement on nous a dit qu'il était pas prêt. Donc actuellement, il fait toujours que des bouts de match, alors que ça fait quand même, 2 mois et demi qu'il se prépare, quoi. Donc voilà, on l'annonce peut-être prêt, pour janvier, donc faut voilà, c'est un joueur qui jouait plus avec Rennes, qui avait été prêté en Arabie Saoudite ou destination exotique, qui avait pas du tout joué. Donc il doit vraiment se Ouais. remettre en forme physiquement et récupérer de la confiance. Mais je sais pas, il y a des points d'interrogation comme ça à Bordeaux sur certains joueurs, dont Niang, ouais. C'est vrai que tu le disais, en plus de ça, pour revenir sur le système tactique, Petkovic avait fait quelques matchs en défense à 5 au début de la saison. Oui, 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 on jouait plutôt à 5. C'était un ouais, un 3-4-3 on va dire. Parce qu'en général, on avait qu'un attaquant de pointe, parce que ça nous réussissait D'accord. plutôt bien. Et si tu veux, ce qui se passe très concrètement, pour le coup, je pense pas me tromper, on verra, mais heu, on va sur la fin du match, Petkovic a tendance à faire ses changements un peu tard, ça lui est reproché aussi. Tu vois, sur le match face à Strasbourg, il fait des D'accord. changements à la 70e alors que le match, on va dire, il est perdu déjà. Et après, c'est, au petit bonheur la chance. Ça veut dire qu'il va lancer tous ses attaquants. Heu et c'est là où c'est drôle, c'est qu'on joue avec un attaquant de pointe et c'est le match face à Brest, je crois, on démarre avec Ellis en pointe alors que c'est pas un vrai neuf et sur le banc, tu as 4 neufs qui attendent. Donc il y a quelques incompréhensions et voilà et en fin de match, il fait rentrer les 4 neufs, quoi. Donc ça Ah joue ouais. en 4-2-4 avec devant 4 mecs, à vocation ultra offensive. Mais malheureusement, c'est trop tard. Ça nous réussissait quelques fois puisqu'au au début de la saison, on disait qu'on était une équipe qui avait du caractère et qui était capable de remonter les scores. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où on était mené, on était revenu au score. Et là, cette deuxième moitié de début de saison, on va dire, c'est plutôt l'inverse. Là, récemment, on domine, enfin on domine. On mène et on se fait rejoindre ensuite. On va passer à la fin de ce live, il va quasiment être 22 h, ça va faire une petite heure qu'on est en live. Très rapidement pour te lancer, toi, Tassour, quel est ton pronostic pour cette rencontre? Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu sens pour ce match? Euh, un peu comme on a pu le dire au cours de ce live, je pense pas qu'on va finir avec un 0-0. Je pense que les deux équipes vont marquer. Euh, je vois bien un 2-1 pour Lyon, en tout cas, j'espère évidemment que ce sera du côté de Lyon. Mais, mais quand c'est deux équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, c'est je pense, les matchs les plus compliqués à pronostiquer. En tout cas, il y aura, au moins, il y aura deux buts. Est-ce que tu partages cet avis, Joris? Ouais, ouais, j'étais parti sur un 2-1 pour Lyon aussi. Si j'écoute la petite voix de la raison, après évidemment, je préfère un match, une Hmm. victoire de Bordeaux. Mais ouais, effectivement, nous on est vraiment on est au fond du trou, donc on se dit qu'à un moment ça va pas durer, donc il y a bien un moment où on va gagner un match.
Mais bon, quand t'arrives pas à t'imposer face au dernier, dans un contexte en plus où on mène à 10 contre 11, hein, quand même. Donc tu te dis si on t'arrive pas à t'imposer face au dernier, contre qui tu vas gagner? Mais bon, forcément, il y a un moment où on va gagner un match, donc je peux pas te dire face à qui. Donc au final, c'est un peu la loterie. On pourrait très bien gagner face à Lyon de façon complètement inattendue. Mais voilà, vu que c'est le 3e match quand même de la semaine, je pense que les organismes seront un peu usés malgré les rotations. Effectivement, nous, notre tarif, de toute façon, on prend toujours 2 buts. Donc je vois bien un petit 2-1, pour Lyon, également, ouais. J'avoue que je suis assez peut-être pessimiste sur l'OL sur ce coup-là. Je vois bien le 2-2. On va me traiter d'anti-lyonnais et si jamais il y a 2-2, bah, j'aurais porté la poisse. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Bordeaux a cette habitude à très souvent prendre les devants. À Lyon, c'est quelque chose qu'on gère assez mal. Remonter au score et repasser devant, on n'y arrive jamais. J'ai pas souvenir d'un match où on a réussi en étant mené à l'emporter. En Ligue 1, il n'y en a pas. Je recherche, hein, mais non, il n'y en a pas. Donc cette OL de Peter Bosz a une faiblesse mentale assez incroyable qui fait que bah, dans une situation de grand péril, l'OL a du mal à remonter, a du mal à faire le travail, surtout après une défaite aussi assommante que celle qu'on a eue face à Reims, surtout après des défaites lourdes par les buts inscrits contre Rennes et contre Nice. Donc c'est vrai que ces deux équipes blessées qui n'attendent que de remonter, ça va être une très très belle rencontre en tout cas je pense. On va pouvoir Mmh. conclure ce live, sauf si tu voulais dire quelque chose, Joris. Non, 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 je partage ton avis, ça va être un match intéressant à voir entre 2 équipes qui sont un peu blessées, mais c'est vrai que du côté de Bordeaux, on attend une réaction après la gifle qu'on a reçue, donc on espère qu'on aura des joueurs revanchards, mais on verra bien ce que ça donne. Même si je pense pas que on peut parler de la même gifle qu'un club qui prend 5-2, Lyon, on attendra aussi une réaction. Cette réaction, on espère pouvoir l'observer sur Prime Video dimanche soir à 20h45. Un match que vous pourrez suivre donc sur Prime Video. Côté football, vous pourrez suivre l'avant-match juste après la rencontre comme d'habitude. Ce sont les rendez-vous habituels. L'après-match. Merci beaucoup à... J'ai dit l'avant-match, Oui. donc c'est l'après-match, évidemment. C'est sûr que bah, après le match, c'est un après-match, ça paraît logique. Merci beaucoup, Joris, d'avoir été avec nous. Tu fais partie de Girondins Inside TV. Si vous voulez parler un petit peu des Girondins pour des spaces, pour des lives, pour des débriefs de match, Girondins Inside TV. Merci à toi d'avoir été présent. Merci bien de m'avoir invité, c'était très sympa en tout cas et voilà, quand c'est fait dans une belle ambiance comme ça et que c'est en toute bienveillance, ça fait toujours plaisir de parler avec d'autres supporters. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. On te souhaite un excellent match. Bon match aussi à toi, Tassour. Eh bien, merci. Merci, je vais me remettre un petit peu de ma maladie, Merci à toi d'avoir été mais présent. ça ira bien. On va tout doucement fermer ce live. Oui, tu es un petit peu malade, mais on espère que d'ici dimanche, tout ira mieux. En tout cas, on vous souhaite à toutes et tous un très très bon match. On se dit à dimanche soir et à plus tard. Ciao, ciao.